Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Comment tu vas? Mais ma foi, ça va très très bien. L'automne est toujours un peu plus là, de jour en jour. Ouais. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve pour un truc trop bien, pour un épisode sur la poterie et l'argile autodurcissante. Vous le savez, on a testé la poterie avec Alice lors d'un petit atelier qu'on avait fait avec Weekend Do, que Alice m'avait offert pour mon anniversaire. Et on avait adoré l'expérience, mais il y avait quand même eu des petits bémols dans le sens où on avait trouvé ça très très dur. Même si en soi c'était vraiment chouette de découvrir. On a appris à utiliser le tour et à faire un bol lors de ce petit atelier. Et du coup, on est un peu resté sur notre faim, malgré tout. C'est vrai que c'était pas facile et on s'est questionné s'il y avait peut-être pas une approche plus douce pour commencer la poterie, en tout cas une technique plus simple quand on débute vraiment et qu'on veut pas se dégoûter de la pratique. Et je pense qu'en commençant par le tour, c'est peut-être plus facile d'abandonner justement à cause de la difficulté à manier l'appareil. Oui, c'est clair. T'imagines quelqu'un qui apprend à conduire avec une Formule 1 ? C'est peut-être pas très évident. C'est un peu ça. C'est pourquoi on voulait vous parler du modelage et de l'argile autodurcissante. Nous avons eu connaissance de cette technique et de cette approche grâce à Sarah du site Le Bol, qui nous a contactés via Instagram. Et donc, Sarah est notre invitée du jour. Bonjour Sarah, comment vas-tu ? Bonjour à toutes les deux. Pour moi, ça va très bien. Très bien. Il fait beau ici. Moi, je suis encore dans le sud, donc l'automne n'est pas encore là. Mais toi, tu as de la chance. Toi, tu peux profiter de l'été indien à fond. Nous, l'été indien, on le voit jamais d'ailleurs. Je pense que... C'est ça. Nous, c'est l'été très très lointain. Du coup, est-ce que Sarah, tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Alors, donc moi, je m'appelle Sarah, je suis la cofondatrice du site Le Bol, comme tu disais. Et avant ça, je suis aussi céramiste. Et donc, en fait, c'est tout ce parcours pour en venir à la céramique qui m'a permis de créer cette plateforme Le Bol pour démocratiser et rendre un peu plus accessible la céramique parce que c'est pas forcément évident, comme vous disiez, de se lancer là-dedans. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Le Bol, du coup ? Il y a un blog, c'est ça ? Ouais, alors Le Bol, c'est vraiment tout un univers autour de la céramique. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc, ça a commencé par un blog où moi, j'ai partagé mon parcours, l'apprentissage de la céramique. Il y a différents sujets qui sont évoqués. Ça peut aller aussi bien, tu vois, de questionnement de comment vivre de la céramique, on peut après aborder l'émail, on peut aborder le modelage, on aborde vraiment différents thèmes sur ça. Après, c'est aussi, c'est une chaîne YouTube où il y a des interviews de céramistes et aussi, en fait, où il y a des papotages ça s'appelle des cafés poteries. C'est des interviews à plusieurs annexes à la poterie. Après, il y a ensuite de la location de matériel, donc de la location de tour de potier, donc cette machine qui fait peur quand on veut commencer, et aussi des fours. Et ensuite, pour terminer, si j'oublie rien, on a des cours en ligne. On a des cours en ligne où on propose des cours de modelage, des cours de sculpture, des cours de tour, tout ça, quoi. Chouette. C'est hyper complet. Ouais, c'est très large. Tu as vraiment une bonne palette de services. Est-ce que tu as des réseaux sociaux à part YouTube sur lesquels on peut te retrouver ? Et les réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver, c'est surtout Instagram. C'est Le Bol Poterie. Là, on essaie de se lancer avec Léa sur TikTok.
C'est pas évident, c'est Ok. encore d'autres Non. codes à acquérir et tout. Et voilà. Ça C'est suffit. déjà pas mal. Ouais. Ouais. Et du coup, d'où te vient la passion de la poterie? Par où ça a commencé, la genèse de tout ça? De la terre. Alors peut-être que c'est déjà le fait moi-même de jouer dans la terre quand j'étais petite. J'ai grandi à la campagne, donc voilà, le fait de toucher la terre, j'ai grandi là-dedans, mais pas forcément la terre pour la poterie, la terre aussi pour jardiner. Après, il y a le fait peut-être, moi j'aime bien me salir, j'aime bien ce contact avec la terre, j'aime bien ça même en étant grande et tout. Voilà, j'aime ça, avoir les mains sales et avoir les mains pleines de terre. Et puis après, moi, j'ai un père et une grand-mère qui dessinaient beaucoup. Donc, ça n'a pas été trop mon univers, le dessin, et c'est plutôt la poterie dont j'ai eu besoin par la suite. Un peu plus tard, je pense vers 25 ans, là, je m'y suis mis vraiment sérieusement. C'est Ouais, chouette. parce que ce que tu nous avais dit, c'est que, enfin, quand tu nous avais écrit sur Instagram, c'est que tu avais commencé la poterie, mais qu'à la base c'était une passion, c'était pas un métier, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ça a toujours été, je pense, depuis 20 ans, tu vois, je m'étais mis, tu vois, je l'avais en loisir et moi à côté, j'étais audioprothésiste, je m'occupais d'enfants sourds. Donc je le faisais pour mon temps libre, je le faisais pour m'occuper et c'est quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu le temps en fait d'avoir un peu de temps de réfléchir que là j'ai choisi de m'y mettre carrément plus et de me former de manière plus professionnelle. Donc du coup, on peut dire que t'as toujours aimé les activités manuelles, t'en as toujours fait. Ouais, voilà, c'était Ouais. alors ça a été, tu vois, c'était pas forcément la poterie, mais comme je disais, voilà, il y a eu le dessin, il y a eu les activités. Après, j'aimais bien l'extérieur, j'aime bien aussi beaucoup lire. Mais voilà, il y a toutes ces activités-là qui se sont imbriquées les unes aux autres et qui étaient importantes pour moi. Alors, où et comment, du coup, tu as appris ce fameux métier de céramiste? Alors, j'ai pas mal galéré au début, hein, comme vous disiez. Ouais. En fait, moi, c'est vraiment la poterie autour qui m'intéressait. Au tout début, c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de loisirs. À prendre des cours de loisirs. Après, quand on est uniquement dans des cours de loisirs, qu'on n'a pas de tour chez soi, souvent on est en manque, quoi. Il manque quelque chose. On a la sonnerie qui marque la fin du cours et on a envie de continuer. On a envie de revenir la semaine prochaine. Et donc la vie faisant, j'ai un projet perso qui s'est arrêté et du jour au lendemain, en fait, j'ai décidé de m'acheter mon tour de potier que j'ai installé chez moi. À partir de là, je m'y suis mis pas mal le soir. Le soir, c'était dans mon garage. Et après, ayant des enfants et tout, même si j'aurais voulu repartir une année dans une école, c'était pas possible, autant financièrement qu'avec le temps et qu'avec ma vie de famille. Donc, j'ai cumulé différents stages, plein de stages différents dans plein d'endroits en France. Et au bout d'un moment, en fait, les stages, la pratique chez moi, en fait, j'arrivais à un niveau où j'apprenais plus forcément en stage. Et là, j'ai continué sur un système où je me suis formée en fait 3 jours par mois, où j'allais voir un céramiste sur Paris. Et après, je continuais à bosser chez moi à distance pour après préparer le CAP en fin d'année et avoir le CAP de tournage, quoi. C'est le diplôme des potiers. Ouais, c'était un peu comme des cours par correspondance à mi-temps. Ou les cours du soir, tu sais, les fameux cours du soir. Ouais, c'est ça. Qui n'étaient pas le soir, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que ça me permettait de couper, d'agencer un peu tout entre ma vie de famille, mes possibilités. Et c'est vraiment un concept que j'ai bien aimé. Puis ça me donnait aussi un petit peu de temps pour moi. C'était ma parenthèse à moi aussi en dehors de ma maison, quoi. Et donc, tu as appris sur le tour directement, finalement? Ouais, moi j'ai vraiment, moi c'est le tour de poterie que j'ai appris en premier. Et une fois après que j'ai su maîtriser le tour de poterie, là je me suis ouverte à d'autres techniques.
Ok. dans le modelage, tu Mhm. vois, dans le Hmm. modelage. Et du coup, quand tu as commencé le tour, est-ce que comme nous, tu t'es dit ouais, c'est difficile, je vais jamais y arriver? Ah ben carrément, au début j'ai Mhm. galéré, mais je sais pas, franchement c'était, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui va, qui m'a jamais. Alors je le dis souvent, je le dis dans les articles, je trouve que le tour de potier c'est un peu les montagnes russes des émotions. On est hyper Ouais. content, on est dépité, et encore aujourd'hui c'est toujours le même cas. Voilà, dans la céramique, je trouve que c'est difficile. Des fois c'est difficile au niveau des réussites et des échecs, quoi. Il faut Hmm. s'en détacher. Mais oui, c'était galère. Franchement, le nombre de pièces que j'ai loupées, les erreurs de recyclage que j'ai fait, Hmm. toutes les erreurs que je pense que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup d'erreurs, ouais. Mais est-ce que c'est pas ça aussi, apprendre une nouvelle Ouais. technique, c'est se tromper? Enfin, c'est ce qu'on dit souvent dans nos Mm. podcasts. C'est Oui, frustrant, mais finalement, c'est nécessaire. mm. Oui, je Mmh. pense, ouais. Je pense qu'après, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive aussi à enseigner. Le fait d'être Mm. passé Ouais. par les étapes, ces étapes difficiles, ça me permet de comprendre les blocages de certains, Mm. parce que je suis passée et que j'ai passé peut-être plus de temps que d'autres qui ont suivi un cursus classique à galérer Mmh. et à remettre en cause les gestes et les Mmh. mauvais gestes que j'avais pris, Mm. quoi. Ouais. C'est ça qui te donne aussi ta légitimité, pour enseigner, ouais. Ouais. Et quelle était ta première pièce que t'as fait de poterie où tu dis ça, c'est mon premier. Je sais pas, Alors, on a tous comme ça un truc, ouais. Alors ça, c'est moi, c'est un petit bol. Après, en un petit général, bol. souvent les premières pièces, c'est tout le temps des petits bols. Ouais. Mais ouais, c'était un petit bol qui était émaillé blanc et jaune, Mm. que j'ai encore là, Oh, trop chouette. que j'utilise plus trop. Là, je pense que c'est mon chat qui boit à l'intérieur parce qu'il commence à être un peu abîmé. Et au final, c'est Mm. peut-être un peu moins safe. Mais ouais, c'est mon petit bol, mon premier petit bol. Mmh. Ouais, c'est trop chouette de garder comme ça des. Bon, on le dit souvent dans le podcast, c'est intéressant par exemple, pour les gens qui font du dessin, de la peinture, de bien noter la date et de garder. Ça permet de voir l'évolution et puis c'est mignon quoi de retrouver, de retomber dessus et faire ah c'était mon petit Mmh. bol que j'avais fait. C'est clair. Et du coup, t'as une pièce dont tu es vraiment super fière, ça peut être récemment ou pas, quelque chose que tu dis waouh, j'ai vachement bien réussi ça, je suis trop contente. Alors, je suis jamais trop fière de ce que je fais. Je suis pas trop comme ça, mais en soi, il y a par exemple, j'ai des pièces que je fais, c'est des tasses, ça s'appelle des petites tasses sous coupe. Et en fait, c'est des petites tasses. Faut aller voir là c'est sur mon compte Insta de Mm. céramique. Ça s'appelle le bol de Sarah. Et en fait, c'est des tasses où il y a l'anse en fait qui est intégrée, qui fait comme une soucoupe. Ça permet de tenir les tasses super facilement. Mm. Et donc j'ai galéré, je pense que j'ai mis bien 6 mois à arriver à Mmh. tourner ces pièces et c'est peut-être les premières pièces qui ont de ma patte, quoi. Voilà. Mm. Et après sinon il y a ces petites tasses cœur là qui Oh, plaisent pas Ah, mal et trop tout, mignon. trop avec mignon. des anses cœur, mais c'est pas les pièces les plus complexes, mais c'est des Mm. pièces sur lesquelles j'ai pris le temps de réfléchir plutôt. Mm. Ouais. Ouais, parce que là, tu es vraiment sur du design de produit, en fait, quand tu parles de la tasse intégrée avec la soucoupe, de ce bol-là, enfin de cette tasse-là. C'est vraiment, tu as conçu, l'idée du produit et tu pas juste enfin, entre guillemets, «juste fait un bol, lambda», quoi. Mais c'est ça, en fait, moi, c'est ce que j'aime bien dans la céramique, c'est essayer de réfléchir, en fait. J'aime ça et c'est ce que j'aime dans les loisirs créatifs, c'est explorer les différentes possibilités. Mmh. Après, j'ai le revers de la médaille qui fait que je veux tellement explorer qu'après, au bout d'un moment, quand on veut avoir une production pro, il faut, au bout d'un moment, arriver à se cadrer et à se dire, là, je vais là-dedans et tant pis aux autres pistes qui pourraient s'ouvrir. Je vais là-dedans Mmh. et je m'arrête et pendant 6 mois, 1 an, je fais que ça et je verrai après pour le reste. Et ça, j'ai du Ouais. mal, en fait, à faire. Mmh. Ouais, c'est là où tu différencies, marque et artiste parce que, bah, si t'es à un moment donné, il faut aussi que ce soit rentable pour toi et que tu puisses avoir une production facile à reproduire en série, quoi. Mmh, c'est ça.
Mais bon, c'est bien d'avoir un peu de temps aussi pour développer des choses plus originales ou. Enfin, je pense que une question aussi de proportion de timing. En général, c'est, tu vois, au mois de janvier, tu vois, après, ça dépend, hein. Mais en général, le mois de janvier est consacré un peu à la recherche de pièces. Après, à la recherche de nouvelles formes, à la recherche après de différents émaux. Il y a des moments comme ça dans l'année qui sont consacrés là-dedans. Mais une fois qu'une forme est dessinée et préamorcée, ben là, faut rester là-dedans, quoi. Ouais. En fait, c'est un peu comme dans la mode, c'est tu dessines ta collection et puis, enfin après peut-être tous les ans, tu vas peut-être rajouter un ou plusieurs produits, mais tu te tiens à ce que tu as dessiné en début de saison, quoi. Voilà, et c'est quelquefois difficile, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal, mais c'est quelque chose qu'il faut pour avoir une cohérence au niveau, voilà, même au niveau des pièces, parce que la poterie autour, l'intérêt en fait, c'est que c'est aussi qu'on fait pas mal de pièces, on fait beaucoup de pièces pareilles. Donc c'est pas comme la sculpture où on va faire que des pièces différentes les unes des autres, quoi. Donc là, les pièces vont quand même se ressembler. Et puis, et même pour que les gens s'identifient et voient ce que tu proposes et tout, en fait, au bout d'un moment, t'es quand même obligé d'avoir quelques produits, mais quelques produits, en fait, qui ont une cohérence entre eux. Ouais, qui te reconnaissent pour ton univers, pour ton identité, quoi. Ouais, c'est intéressant. Alors, tu nous as gentiment envoyé le livre que tu as écrit sur le modelage et les techniques d'argile autodurcissante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre ? Ouais, alors ce livre a été fait avec une super photographe. Je pense que vous avez vu que les photos sont magnifiques, qui s'appelle Amélie Guinard ou Lily Picture. Voilà, sur le compte Instagram Lily Picture. Ça a été une demande de Marie-Claire, des éditions Marie-Claire, c'est ça, Ok. qui en fait voulait un livre sur l'argile autodurcissante. Parce que c'est un thème qui est, comme vous disiez en introduction, qui est plus accessible, par exemple, que la poterie autour. Donc moi, je me suis plongée là-dedans sur la recherche de différents projets. Ce livre-là, il contient 20 projets, donc j'ai essayé de faire des projets qui peuvent correspondre aux enfants, aux adultes, et les cadrer par thème, quoi. Il y avait voilà, pas mal de bougeoirs, il y a pas mal de petits pots, de choses comme ça, tout en gardant les contraintes de la poterie sans cuisson et en le faisant en fait qu'avec les mains ou voilà que ce soit accessible à tous. Et voilà, donc là moi j'ai mis au point le plan, le texte et ensuite on s'est calé pendant 2 semaines avec Lydie pour prendre les photos et ensuite on a envoyé le tout chez Marie-Claire qui ont mis tout ça en place. Donc juste pour rappel à nos auditeurs et auditrices, donc la technique du modelage et de l'argile autodurcissant, comme son nom l'indique, tu n'as pas besoin de four pour le cuire, c'est bien ça. Donc du coup ça rend la chose aussi beaucoup plus facile et accessible parce que t'as pas de temps de cuisson après, de temps de séchage. Ouais, voilà, en fait c'est une terre. On appelle ça plutôt une pâte céramique. C'est de la terre, en fait, qui est retravaillée et dans laquelle on va rajouter de la colle et qui fait, en fait, et c'est ce mélange-là qui fait que la terre va durcir sans avoir besoin de cuire. Donc après, avec les enfants, c'est super. Moi, j'ai 2 petits garçons qui ont 6 ans et 7 ans et c'est super parce que il n'y a pas le délai de la cuisson. Pour décorer, c'est beaucoup plus simple. On peut décorer avec de la peinture acrylique et on peut faire quelque chose qui est vraiment résistant. Après, il y a des limites vu qu'on cuit pas la terre. C'est-à-dire que cette terre, on pourra pas l'utiliser pour se faire des bols et pour se faire des choses alimentaires. C'est que pour des objets déco. Mais franchement, voilà, avec les enfants, nous pour se lancer chez soi, c'est vraiment un super premier pas dans la céramique, quoi. Par rapport à ce matériau, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans le sens où est-ce qu'on peut en trouver, c'est quoi les prix, est-ce qu'il faut des gants pour le manipuler? Ok, alors où est-ce qu'on peut en trouver? Tu peux en trouver Cultura, tu peux en trouver sur Amazon, tu peux en trouver
Tu peux en trouver chez les revendeurs de produits céramiques spécialisés aussi. Tu as une pâte céramique qui est faite par... tu as une argile autodurcissante qui est faite par un revendeur céramique en France qui est recyclable. C'est-à-dire que tu peux, même quand Cool. quand t'as fait ton projet, si tu l'as loupé, tu peux la recycler, la réutiliser. Il n'y en a qu'une. Ok. Et ça, par contre, tu peux l'acheter chez Solargile. Voilà. C'est chez Solargile d'accord. que tu peux l'acheter. Mais sinon, après, toutes les pâtes céramiques classiques, tu peux en trouver un peu partout. Et c'est vendu par, C'est par bloc. Ouais, c'est vendu en général par 5 kilos. Si tu t'en achètes Ouais. 5 kilos, c'est bien. En fait, t'en auras assez pour Ouais. faire quand même pas mal de formes. Après, c'est comme la terre, faut faire attention à bien l'envelopper dans du plastique pour pas qu'elle durcisse. Et limite, la mettre dans une caisse en plastique ou avec un chiffon humide autour si on est en appartement et qu'il fait assez chaud pour pas que la terre durcisse. Sinon, après, on pourra plus du tout la réutiliser, quoi. Ouais. Bon à savoir. Et spoiler alerte, il y en a chez Action. Ah, c'est vrai, je savais pas ça. Et c'est des tout petits bâtons, je sais pas, c'est pas Un très kilo grand, ça peut-être. tient Non, même pas, ça Même fait pas 250 grammes peut-être, c'est tout petit. Ah ouais. Ouais, ça vaut moins de 2 €. Et du coup, quand j'ai reçu le livre, j'ai trop eu envie j'en avais un dans un tiroir, j'ai trop eu envie d'essayer, mais alors c'est horrible, c'est pas terrible. Pourquoi elle était pas bien? En fait, elle est avec des matériaux recyclés, donc c'est plutôt un mélange d'argile et de, comment dire, papier mâché, en fait. Ah, c'est bizarre, ça, ouais. Et du coup, ça sèche très mal, c'est granuleux. À travailler, c'est sympathique, hein, mais j'ai eu du mal à jointer bien pour que ce soit lisse. En séchant, du coup, ça a craquelé. Donc, si vous donc avez peut-être envie pas de vous celle-là. lancer, n'achetez pas celle de chez Action. J'ai Ouais. testé pour vous, c'est pas terrible. Ouais, autant je pense que pour tout ce qui est aquarelle, chez Action, il y a des produits qui sont corrects quand tu débutes. Mais pour ce type de projet, non, peut-être pas. j'irais plutôt vers la sécurité. Bah, en fait, t'es déçu du résultat, parce que j'ai passé du temps à faire mes petits trucs, et au final, bon, je vais essayer de les peindre et de les vernir pour voir si ça donne quelque chose, mais je pense qu'on peut vite être déçu, et je pense qu'il faut tester vraiment du bon matériel pour ça, du coup. Ouais. Après, vraiment, quand ça sèche, au niveau du séchage de la terre, il faut vraiment faire hyper attention. Et notamment, voilà, pour l'argile sans cuisson, en gros, il faut toujours faire sécher sous plastique. Si ça sèche trop vite, après, ça risque de fissurer aussi. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps, même limite d'avoir une caisse en plastique où on humidifie un peu le côté avec un spray à eau. Et sinon, il faut le laisser sécher sous plastique parce que dès que ça va sécher trop vite, ça peut créer des fissures. Donc ça, c'est une règle sur laquelle on peut pas déroger à chaque fois qu'on va créer, et surtout qu'on va créer quelque chose, le faire sécher sous plastique, et surtout le laisser sécher loin d'un radiateur et surtout pas en plein soleil. Le laisser sécher le plus doucement possible. Bon à savoir. Ok, ouais. Donc après, au niveau des gants, non, il n'y a pas besoin de gants. Il n'y a pas besoin de gants. D'ailleurs, c'est mieux de mettre les mains dans la boue, dans la patouille. Ouais, franchement, non, sur ça, il n'y a pas besoin de gants. Et puis après, là, au niveau du prix, voilà, tu disais le prix, c'est quand même relativement cher, l'argile sans cuisson par rapport à d'autres argiles. Je sais pas les prix en tête. Ça, je sais pas. Moi, c'est pas grave. Après, c'est vrai que même si c'est, j'imagine, je sais pas, 20 ou 30 € les 5 kilos, t'as le temps de faire pas mal de choses. Non, mais quand même, c'est pas si cher que ça. C'est pas cet ordre de prix. Non, c'est pas cher. si cher que ça. Tu vas pour je sais, comme pain de terre, pour 10 kilos, pour 10 kilos, c'est 10 €. Donc là, ça doit être peut-être 20 € et les 10 kilos. Mais ça sera grand max. Ça va. Ouais. Ça reste raisonnable. Après, ce qui est peut-être l'inconvénient, c'est peut-être que tu ne peux pas l'acheter dans des petits conditionnements pour tester, quoi. Ah oui, ça, tu peux acheter en 1 kg ou 5 kilos. Ouais, non, sur ça, tout est fait pour le faire facilement. D'accord, bon, c'est rassurant. Est-ce que tu as d'autres inconvénients, du coup, par rapport à cette l'argile matière sans cuisson? Ouais. L'argile sans cuisson, les inconvénients, comme tu disais, ça va quand même fissurer plus facilement. Après, non, c'est seulement qu'il faut garder en tête que c'est pas bon pour l'alimentaire. Ça sera jamais bon pour l'alimentaire. Mais après, moi, je trouve que vraiment, avec les enfants, c'est super pour se lancer, pour débuter là-dedans. C'est top. Et par contre, oui, on peut pas non plus le laisser sous la pluie.
faut y faire attention, hein, ça reste quand même de la terre, si on la remet au contact de l'eau, ça ira pas. Et bien penser aussi à l'imperméabiliser avec du vernis marin. Voilà, pour... Si on veut mettre une plante dedans, par exemple. Même pas. Là, tu peux... Alors, la plante, tu mettras quand même pas d'eau. Tu peux faire un vase, mais un vase avec des plantes sèches. Mais pas d'eau à l'intérieur, tu vas être déçu, ça va couler. Mais voilà, dis-toi que il y a ces limites-là où tu peux pas avoir d'eau, pas de nourriture à l'intérieur. Après, ça t'ouvre quand même plein de possibilités créatives. Le livre s'adresse à des personnes qui veulent découvrir le modelage de l'argile et aussi qui s'intéressent à la poterie et à la céramique. C'est donc un bon moyen de commencer sans trop investir finalement et pas se dégoûter ou... Déjà, la technique est plus accessible et puis en plus, je pense que ça permet aussi de bien voir le ressenti avec les mains. Parce qu'en fait, avec Alice, quand on a fait notre cours, on s'est dit, waouh, en fait, on avait un peu mal aux mains, en vrai. Parce que quand ça sèche. C'est quand même assez tendre à manipuler, mais quand même, il y a une résistance. Ah oui, il faut avoir de la force dans le nerf, oui. Hein. Mais oui, voilà, franchement, pour moi, ce livre, c'est bien, même pour soi, pour se s'octroyer un peu de temps de création. Tout comme on pourrait exposer, là j'ai reçu un kit pour faire du tricot ou quoi. Voilà, ça peut, voilà, c'est le même principe, c'est s'octroyer un peu de temps, il n'y a pas beaucoup d'espace, ou même pour faire une activité en famille. Voilà, là, il va être l'hiver pour faire une activité avec ses enfants ou quoi. Voilà, moi je trouve que c'est super. Après, on peut décorer en plus facilement avec de la peinture acrylique. Non, ça salit pas les habits. Enfin, ça salit, mais on peut les nettoyer facilement. Enfin, c'est super. Ouais, pour les enfants, c'est une bonne alternative au... je sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est de chez Djeco, non Non, c'est Mako Moulage. Les petits trucs en plâtre. Vous avez jamais eu ça dans votre jeunesse? Ah, attends, ça me parle. C'est un kit. C'est souvent un kit à thème. Et du coup, t'as des petits moules en plastique. Et tu dois mélanger, c'est une sorte d'argile blanche, en fait c'est du plâtre, hein, tout simplement, que tu mélanges avec de l'eau, tu remplis, tu laisses sécher, puis après tu peins tes petits sujets. Oh oui, c'est vrai. Ouais, j'avais eu ça aussi. Ouais, c'est Mako Moulage, je crois. En fait, c'est une bonne... Oui, mais c'est m'est venu en vague comme ça, de l'enfance, tu vois, c'est revenu d'un coup. Et ouais, c'est une bonne alternative, parce que là, tu peux modeler tes petits... si tes enfants, ils aiment les Pokémon, tu peux faire des petits Pokémon, les peindre après. Du coup, c'est une super bonne activité. Ouais, mais là, par exemple, j'ai fait avec eux pour Halloween qui va bientôt arriver. On a fait des citrouilles évitées pour après mettre des petites bougies sur le dessous. Trop mignon. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est des petites formes, mais qui sont accessibles, accessibles facilement. Et ça permet de passer un moment sans écran aussi ensemble. Ouais. Quoi. Ouais. C'est vrai, c'est une activité... bon, je pense que les parents qui ont des enfants, ils ont souvent l'habitude de faire sûrement de la pâte à modeler. Je sais que la pâte Fimo avec les enfants, pas trop jeunes parce que c'est assez toxique. Ouais. Mais la pâte à sel, sinon. Ouais, la pâte à sel, c'est vrai, la pâte à sel. Mais là, c'est vrai que du coup, tu peux vraiment faire des objets assez durables, en fait, des petits objets de déco durables et du coup, ouais, c'est vraiment cool avec les enfants. Comment on peut se procurer ton livre ? Eh ben, ce livre, on peut se le procurer dans pas mal de librairies. Tu peux aller chez Cultura, tu peux aller à la Fnac, tu peux aller sur Amazon, il y a tout là-dedans. Tu peux aller un peu partout, je crois. Ouais, on peut le commander chez son petit libraire si on veut. Ouais. Pas d'excuses pour pas se lancer. Voilà, c'est ça. Pour toi, Sarah, c'est quoi, du coup, les 3-4 outils nécessaires pour commencer cette technique ? Alors, pour commencer, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Tu as déjà l'argile autodurcissante, ton pain. Ouais, la base. Souvent, en fait, dans les magasins qui vendent l'argile autodurcissante, tu peux acheter un kit d'outils du potier. Donc, à l'intérieur... T'as le fil t'as déjà un fil de potier, t'as un petit ébauchoir qui est un petit instrument en bois qui te permet justement de faire les joints et de bien travailler tes joints. À l'intérieur, t'as une aiguille de potier qui te permet de griffer pour faire justement pour faire les joints. T'as une éponge qui te permet d'humidifier la terre.
Voilà, donc ce kit du potier, où tu as quasiment tout. Tu as le peinter, tu as les tes pots de peinture acrylique qu'il te faudra après pour décorer. Et moi, je vous conseille de protéger toujours avec le vernis marin. Comme ça, il y aura pas de mauvaise surprise. Et plutôt un vernis marin en spray plutôt qu'à passer au pinceau, parce que comme ça mélange pas les peintures. Parce que des fois, quand on le passe au pinceau, ça peut mélanger les peintures. Ouais, mais sinon, admettons, si t'as des petits outils, ou même un couteau ou une fourchette pour faire des petites décos, j'imagine. Petit cure-dent. T'as vraiment pas besoin de grand chose, en fait. Là, quand tu te lances là-dedans, tu vois, si t'as un rouleau à pâtisserie en bois, ça te permet aussi d'étaler la terre. Après, pour avoir des guides et pour avoir une terre bien étalée, il te faut 2 bouts de bois, quoi, de même épaisseur. En fait, tu peux quasiment tout trouver chez toi, quoi. Vraiment, pour ça, t'as besoin de pas grand chose. Bien protéger le plan de travail et hop, c'est parti. Ouais, voilà, tu te mets une planche en bois. Si t'as une planche quelque part, tu te le mets dessus. Et c'est tout. Et même si tu le mets pas, après, c'est pas grave, c'est seulement qu'il y aura plus de nettoyage. Mais... Et au niveau de la pâte, est-ce que comme nous on avait fait pour la poterie, est-ce qu'il faut la travailler en boule comme pour le tour? C'est bien, ça peut être bien, surtout si elle est pas très très homogène comme toi t'avais eu, mais c'est pas obligatoire du tout. C'est pas. Ouais, tu peux partir avec ton bout tu prends un bout et puis t'enchaînes quoi. Oui, ou sinon limite tu le tapes, tu le tapes un peu sur ton plan de travail pour le condenser, et après tu commences avec. Tu n'as pas besoin de maîtriser la technique du bélier. Non, tu peux faire simple. Là, la torture, elle viendra après. Voilà, si tu veux aller plus loin. Ouais, quand tu seras prêt, là, tu pourras le faire après. C'est ça. En termes de céramique autodurcissante, ou non d'ailleurs, quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu as des comptes Insta ou des artistes ou des choses qui t'inspirent, des choses que tu aimes bien aller voir de temps en temps? Alors, au final, en argile autodurcissante, il n'y a pas trop de céramistes qui en font, parce que voilà, c'est vraiment un premier pas vers la céramie. Dans la céramique, au niveau de la France, il y a une céramiste, franchement, qui vaut vraiment le coup d'œil, qui s'appelle Kim Lay. Voilà, vous pouvez aller voir son compte Insta. Elle a un travail de fou. Il y a un autre céramiste aussi, là, justement, qui vient de gagner un prix, qui s'appelle Grégoire Scalabre, et c'est lui qui m'avait formée. Donc là, c'est un petit clin d'œil, c'était mon prof. Et donc, aussi, il fait des sculptures en mini pièces tournées, c'est vraiment chouette. Et après, des références anciennes, mais qui peuvent valoir le coup d'œil, il y a un couple de céramistes anglais qui s'appelle Lucy Rie et Hans Cooper, qui ont fait beaucoup pour la céramique, et ça, c'est chouette de voir leur travail. Cool. De toute façon, on mettra tout ça, comme d'habitude, dans les notes de l'émission, et puis sur le tableau Pinterest dédié aussi. Ouais. Mais merci pour ces petites références. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant aussi en tant que... du coup, toi, t'es professionnel, mais de regarder un petit peu ce que les autres font, juste par curiosité, quoi. Et c'est toujours très satisfaisant et très inspirant. Ouais. C'est vrai que la poterie, surtout le tournage, du coup, je pense qu'on le dit comme ça, c'est fascinant. Moi, je pense que c'est ça qui m'avait vraiment donné envie d'essayer. C'est de voir que d'un petit tas de terre comme ça, tout d'un coup, t'arrives à créer un objet qui est tellement déjà fonctionnel. Enfin, je veux dire, on voit que c'est vraiment quelque chose qui peut servir, et ça sort comme ça, ça prend vie presque, c'est fou. Ouais. Et justement, sur ce sujet, tu as un écrivain qui s'appelle Baptiste Beaulieu, qui fait aussi des chroniques sur France Inter, et qui a écrit son dernier livre, parle justement de céramique, et aborde, tu vois, le fait en fait de voir la terre qui naît entre les mains. Et je crois que lui-même il fait de la céramique. Ça m'est revenu d'un coup, mais oui, des fois il partage des bols, des choses qu'il fait. En plus, c'est super beau. Mais oui, il fait de la céramique, et il était venu là sur un des cafés poteries où il avait parlé plutôt de créativité, de son processus créatif. Et voilà, donc ça peut être aussi intéressant comme piste, c'est ce livre.
Carrément. On le mettra aussi en lien. Question qu'on n'avait pas notée, mais c'est quoi tes prochains projets pour le bol, pour tes céramiques? Alors, mes prochains projets, là, je suis en train de terminer des pièces pour un resto. Oh, Donc chouette. là, c'est en gros, on est le 12 octobre aujourd'hui qu'on enregistre. Il faudrait qu'à la fin du mois, j'ai terminé ces pièces. Et là, il faut que je me dépêche aussi de terminer moi mes pièces pour Noël. Et oui. Voilà. Donc ça va être mes occupations là au niveau de ma production. Et ensuite, au niveau du pôle, là, on va mettre en ligne la semaine prochaine une nouvelle formation sur le transfert d'images, sur comment décorer, en fait, comment transférer des images sur la céramique. Et après, on continue comme toujours, à intégrer les formations, des stages, trucs comme ça. Ça marche. C'est super intéressant aussi de intégrer des motifs sur les céramiques parce que je pense qu'il doit y avoir différentes techniques. Ça, c'est hyper varié, ça aussi. Hein. Ouais. Tu vois, ça peut être intéressant, justement, tu peux intégrer des textes, tu peux intégrer des... Tu vois, ceux qui aiment dessiner, ils peuvent aussi y trouver leur compte. Franchement, et aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui dessinent, qui se mettent à la céramique pour justement dessiner sur la céramique et s'en servir de support, quoi. D'ailleurs, on parlait de Noël, mais est-ce que du coup le livre serait pas un cadeau de Noël? Super, hyper bonne chouette. idée, super bonne idée, dis donc. Pour des gens créatifs. Franchement, c'est vrai que c'est toujours... franchement, Noël, c'est toujours un petit peu... casse-tête, on peut le dire. Non, mais on sait jamais quoi offrir. On offre souvent des choses un peu bateaux. Et je pense que, bon, après, il faut savoir si la personne aime les loisirs créatifs. Mais je pense que c'est une super bonne idée. Déjà, un livre, c'est toujours un super cadeau. Mais du coup, un livre, voilà, qui permet d'avoir une activité de loisir comme ça, ou pourquoi pas quelqu'un qui sait pas trop quoi faire, donner envie à quelqu'un d'avoir une activité créative comme ça, c'est toujours trop chouette. Donc, n'hésitez pas. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on pourra mettre sur le compte Insta une petite présentation visuelle du livre. Ouais. Quelques extraits pour vous mettre l'eau à la bouche. Ouais, vous donner envie et des idées de cadeaux. Pour les créatifs et les créatives. Donc merci Sarah. On mettra toutes les références dans les notes de l'émission et sur le tableau Pinterest dédié à l'épisode. C'était vraiment trop trop cool. On a passé un bon moment à parler de tout ça et du coup... ça nous ouvre encore plus dans le monde, enfin, ça nous ouvre les yeux dans le monde de la poterie encore plus. C'est clair. Eh bien, merci à toutes les deux de m'avoir reçue. Franchement, c'est super. Ça permet de promouvoir la céramique, d'en parler un peu partout. Ben oui. Voilà, c'est un art qui mérite d'être connu, quoi. Ah, c'est sûr. C'est clair. Nous, on aime découvrir et on aime partager, donc du coup, c'est trop cool. Et d'ailleurs, on précise que du coup, cet épisode, c'est pas un partenariat rémunéré. C'est Sarah qui nous a contactés pour nous parler de son travail, nous a gentiment envoyé son livre, qu'on vous montrera donc sur Insta. Et voilà, nous, on a vraiment à cœur de mettre toutes les pratiques créatives et manuelles à l'honneur. Surtout quand ça rentre aussi bien dans notre ligne édito, vu qu'on avait déjà parlé de poterie et de la difficulté qu'on avait eu à maîtriser la technique. Oui. Je pense que voilà, on avait bien souligné ça. Et aussi, en règle générale, de toute façon, vous pouvez aller voir le site Le Bol. Vous verrez qu'il y a plein d'articles de blog, donc il y a des vidéos aussi sur YouTube. Et l'idée aussi, c'est de vous proposer d'entrer dans différentes communautés créatives. Et je pense que ça peut aider nos auditeurs à trouver de nouvelles ressources autour de cette pratique. Une nouvelle passion, encore une nouvelle. Ouais. Sachant que vous pouvez aussi également retrouver, on va tout mettre en barre d'infos comme on l'a dit tout à l'heure, la référence du livre de Sarah pour faire vos cadeaux de Noël. Les réseaux sociaux. Et Instagram. Oui, Instagram aussi. Du coup, dites-nous sur le post Facebook ou Instagram de l'émission si vous connaissez cette technique, ou même si vous avez déjà fait de la poterie comme nous, un cours d'essai, si vous avez envie de vous lancer aussi grâce au livre de Sarah. Yes, merci beaucoup les filles. Mais merci aussi à vous. Merci à vous.
Merci à vous, c'était super. Trop cool. Chouette. Et à bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.